Pour cette table ronde sur les solutions sur l'identité numérique, nous accueillons Monsieur Nicolas Michel, vous êtes directeur de l'atelier Canopée 43. Monsieur Jean-Christophe Roiron, vous êtes responsable de la sécurité du système d'information du conseil départemental et délégué à la protection des données pour le conseil départemental, le SDILS, l'AGLO, la mairie du Puy-en-Velay et le CCAS. Et Monsieur Tronchon, vous êtes directeur de la CIJA à Monistrol-sur-Loire. La CIJA, c'est l'association communautaire d'information jeunesse et d'accompagnement. Alors, là, c'est pas forcément le sujet le plus facile parce qu'on va parler d'identité numérique et de protection de ses données personnelles. Alors, tout le monde a un login, tout le monde a un mot de passe, mais après, une identité numérique, ça reste quelque chose de très, abscons. Pourtant, cette identité numérique, elle est censée être au cœur de la confiance numérique. Et sans une gestion fiable de notre identité numérique à tout un chacun, on ne peut pas développer une confiance. C'est impossible. L'usurpation existe de ces identités numériques. Alors justement, c'est quoi une identité numérique au sens strict du terme, Monsieur Roiron? Qui veut? C'est la question piège d'entrée de jeu, là. Identité numérique. Alors, on peut mettre beaucoup de choses sur identité numérique. Vous avez commencé par login, mot de passe. On peut démarrer là. Ça peut aller beaucoup plus loin. Aujourd'hui, avec un ensemble d'informations qui vous définissent, que ce soit votre dossier médical partagé, que ce soit tout un tas d'informations que vous pouvez mettre dans ces systèmes d'information. Donc, c'est une notion un peu large. On retient le côté identité. Si on fait le lien avec la pièce d'identité, ça sera quelque chose qui permettra de vous identifier de manière unique, et donc que ce soit sûr, que ce soit bien vous qui soyez en train d'utiliser un dispositif. Donc c'est ça l'identité numérique. Et les enjeux, effectivement, juste pour faire court, on est sur l'introduction, c'est l'usurpation, c'est être sûr que ce soit bien vous, c'est être sûr que ce soit bien sécurisé, être sûr que ce soit pas duplicable, copiable, etc., etc. C'est tout ce qu'on peut mettre. Si je fais un petit peu de RGPD, on va en parler, c'est ce qui vous permet d'être identifié de manière unique, en étant sûr que ce soit bien vous. Voilà, au sens du RGPD, c'est ça. C'est vraiment identifier la personne de manière unique et sûre. Alors, justement, l'éducation nationale est assez friande de cette identité numérique, on l'utilise beaucoup, et ça peut poser problème pour de l'enseignement à distance. Pour compléter un petit peu ce que dit mon confrère, effectivement, l'identité numérique, c'est aussi le reflet des facettes que chaque personne a. Par exemple, quand on est à l'école, un élève, il a son rôle d'élève. Donc, il va avoir une identité numérique liée à son rôle d'élève. Mais il peut très bien être dans une association, dans un club sportif, pourquoi pas élu si c'est un grand élève, et donc avoir différentes facettes de sa personne, qui vont être chacune représentées par une identité numérique. Donc, à l'éducation nationale, on doit protéger le rôle numérique de l'élève, c'est-à-dire la facette numérique de l'élève, bien sûr, par rapport à tout ce qui peut être fait. On doit aussi protéger les facettes numériques des enseignants, des établissements et de toutes les fonctions correspondant à nos métiers. Et c'est le travail qu'on fait évidemment avec les départements, avec les ONT, avec chaque dispositif. On a en plus une contrainte supplémentaire qui est la protection des mineurs. Donc là, on a une facette qui n'est pas uniquement numérique, mais on a surtout une facette sociologique, celle de mineurs, à protéger avec ou de l'environnement numérique. Et c'est plus cette problématique-là qui nous pose problème. C'est-à-dire qu'un élève qui se logue avec un pseudo, c'est pas trop grave. Il le fait 40 fois dans sa vie autour. Par contre, que l'informatique s'immisce dans sa vie scolaire, alors que nous en sommes responsables, ça pose beaucoup plus de problèmes. Alors, justement, M. Tronchon, vous qui côtoyez des jeunes, beaucoup, est-ce qu'ils ont conscience de l'importance de cette identité numérique et de son usage ? J'ai envie de dire absolument pas, puisque ce sont des adolescents et que la projection dans l'avenir, c'est déjà une difficulté à l'adolescence, et que les risques sont des risques qui sont sur du long terme, du très long terme, mais surtout qui ne sont pas encore palpables.
qu'effectivement les données numériques, alors j'entends identité numérique, c'est intéressant parce qu'on a plusieurs identités numériques. Quand on joue à un jeu vidéo avec un pseudo, on a une identité. Quand on est sur effectivement le sport, quand on est élève, quand on est sur chacun des supports, on peut avoir différentes identités numériques. La problématique, c'est que logiquement, elles sont scindées. Et si on a des structures qui permettent d'agréger toutes ces données-là, on a une vision de multiples facettes de la personne et qui peut avoir une visibilité de ce qu'est l'individu qui est même parfois plus importante que l'individu a d'elle-même. Et ça, c'est une vraie problématique, parce qu'il y a des données de santé, il y a des données d'habitude de vie, vraiment l'intégralité de la personne. Et l'idée, c'est effectivement de les avertir que l'utilisation des données numériques n'est jamais gratuite. La gratuité, en fait, n'existe pas. Le Larousse devrait changer la définition. C'est pas non payant, c'est sans aucune contrepartie. Or, il y a une contrepartie, c'est du troc. Peut-être expliquer ce que c'est le troc aussi. Et quand on leur explique que le troc, c'est l'intégralité des données et à quoi elles peuvent servir, la difficulté qu'on a avec les élèves, c'est de leur faire percevoir le risque potentiel. Et on est sur une balance bénéfice-risque. Et pour l'instant, les bénéfices de l'utilisation des outils numériques est beaucoup plus importante que tous les risques qu'on peut donner. Parce que Snapchat, parce que ce que vous voulez est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus marrant et ludique que toutes les problématiques de santé qu'il peut y avoir derrière ou les problématiques de données privées. C'est bien pour ça qu'on n'est pas entendu. Moi, je suis un peu aujourd'hui, je vais être un petit peu le chat noir, là, et j'espère peut-être réveiller un petit peu la salle. Moi, je m'occupe de sécurité. Et donc, je suis un peu souvent perçu comme l'ayatollah de la sécurité, et on me dit, oh, tu vas encore nous emmerder, on va pas pouvoir faire ci, on va pas pouvoir faire ça, etc. Et ce que vous venez de dire, c'est très intéressant. C'est que pour l'instant, dans l'imaginaire collectif et dans l'utilisation quotidienne, et on l'a vu avec le confinement, les gens ont une appréciation du bénéfice, uniquement du bénéfice. Le risque, on a du mal à se faire entendre. Alors c'est aussi à nous de trouver les bons mots et les bons termes pour se faire entendre et faire comprendre qu'il y a un vrai risque. Parce que moi, je rappelle juste une chose. Quand vous utilisez les services de Google, tout est absolument gratuit, ou pratiquement tout. C'est une société qui est cotée 1000 milliards de dollars en bourse, qui a la force de frappe des 50 États les plus pauvres de la planète. Comment c'est possible? Donc j'essaie d'expliquer ça à mes gamins, je suis pas magicien, mais j'essaie de leur faire comprendre que la contrepartie, elle existe forcément quelque part. Hein, c'est pas magique. Google fait pas ça pour le plaisir de faire des services en ligne. Ça coûte une fortune de maintenir des services en ligne. Donc voilà, pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit, tant que le bénéfice est apprécié bien au-delà du risque, eh bien, voilà, c'est un petit peu désespérant, mais ça continue comme ça. Donc, il y a quand même une vraie problématique de la culture numérique. Si on ne se rend pas compte, justement, que c'est pas du gratuit, mais que derrière, il y a forcément quelque chose, est-ce que le bas ne blesserait pas plus là? Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de formation, tant au niveau des enseignants que dans les familles? Alors, il y a des problèmes de formation, effectivement, parce que ces informations qu'on partage, je pense, tous les trois, par rapport au fait que ce système, même en grande partie gratuit, repose sur des données économiques. L'informatique, c'est d'abord une industrie. Une industrie, c'est de l'économie. Et cette économie, elle est en plein foisonnement actuellement, en foisonnement en plus débridé, c'est-à-dire que la moindre invention va donner lieu à une nouvelle app, un nouveau logiciel qui va être fait dans des endroits du monde qui n'ont pas forcément les mêmes règles que les nôtres et qui donc vont offrir un nouveau service qui va être très intéressant, qui va être absolument pas discutable, mais qui va augmenter le bénéfice, mais qui pour autant ne sera pas encadré. Donc, la problématique qu'on a avec l'enseignant par rapport à ce foisonnement que les élèves adorent, avec lequel les élèves adorent jongler, mais tout le monde, nous aussi, on adore jongler avec la nouvelle app, le truc qui permet de scanner les cartes de visite, le truc qui permet... Tout ça, c'est des apports. C'est normal, c'est bien. C'est une industrie naissante, on est encore loin d'en avoir vu le bout, mais les contreparties de cette industrie naissante, c'est qu'elles proviennent du monde entier, dans des pays beaucoup moins contrôlés que les nôtres, beaucoup moins encadrés. Parce que c'est pas contrôlé, c'est surtout encadré. Et c'est là justement où moi j'aimerais pouvoir parler du rôle des décideurs et du rôle des prescripteurs et du rôle justement de l'État, par exemple, qui, comme dans l'éducation nationale,
met d'immenses moyens et a beaucoup de difficultés pour arriver à donner des normes, à donner des éléments de choix qui permettent d'encadrer cette industrie foisonnante. Alors ça s'exprime par exemple justement par tous les textes sur RGPD qui sont notre sauvegarde. Mais c'est exactement pareil, c'est aussi digeste qu'un livre de loi. Hein. Oui, parce que non, on y reviendra tout à l'heure, mais non, le RGPD essaie de s'appliquer à lui-même ce qu'il préconise, c'est-à-dire qu'il a été rédigé à peu près dans toutes les langues d'ailleurs de la communauté européenne, et il est censé être lisible. Ça n'est pas le code du travail, ça n'est pas le code notarial ou des choses comme ça. Non, c'est relativement lisible et compréhensible. Il y a quelques mots-clés, mais ça reste quelque chose d'abordable et de compréhensible. Et c'est un objectif important d'ailleurs, d'être clair et compréhensible. Oui, mais vous êtes d'accord que tout le monde coche la case, ou presque tout le monde coche la case acceptée sans lire ce qui est écrit au-dessus? Alors, ça c'est un autre problème. C'est que moi, mon job, quand on me demande, souvent on me pose la question, on me dit, tu fais du RGPD, tu expliques en quoi ça consiste ton job. Mon job, il est très simple, moi je fais du risque. Mon job, c'est de faire du risque et d'aviser les décideurs, les prescripteurs du risque. Mon job, c'est pas de vérifier qu'ils appliquent ou pas ce que je dis. Je me doute bien que quand je fais une réunion et que je dis que telle application, elle est pourrie du sol au plafond et que vraiment, il faut pas la mettre en route, et qu'on me dit, d'accord, on a bien entendu, mais finalement, on va quand même la mettre en route, j'ai envie de dire heureusement, parce que si c'est moi qui décidais tout, peut-être qu'on en sera encore à l'âge de pierre, j'en sais rien. Mais moi, mon job, c'est de notifier par écrit nos élus, nos décideurs, et dire voilà le risque que l'on prend. Après, vous faites pas, je me contrefous. C'est pareil avec les cases à cocher. Ça vous affiche un ensemble d'informations. Alors, sous le fait que c'est illisible ou incompréhensible ou mal rédigé, ça c'est un autre débat. Mais les gens cochent, oui, enfin ils ont coché, une fois qu'ils ont coché, les sociétés qui sont derrière vont dire mais vous avez coché, enfin je veux dire à un moment donné, prenez vos responsabilités. C'est ça le job en fin de compte, c'est de l'analyse de risque. C'est exactement ça, et c'est ce qui manque. C'est-à-dire que le discours que vous tenez, c'est le discours qui manque, c'est un discours d'information, de communication. Ça, on l'a pas. On l'a très très peu et beaucoup trop peu. Après, effectivement, les gens sont libres de leur choix, sont libres de faire comme ils entendent, mais il faut qu'ils aient l'information. Il faut qu'ils aient l'information juste, l'information pour se protéger. Et ça, c'est un travail au long cours qui doit durer, enfin tout au long de la vie. Et j'y reviendrai tout à l'heure, mais la problématique, elle est là. C'est tout au long de la vie. Ça s'arrête pas à l'enseignement. C'est pour tout le monde et tous dans la salle. On est confronté à ça. On est sur des nouvelles modalités numériques, un nouveau monde numérique. On n'est pas adapté à ça. Et il faut qu'on monte en compétences tous autant qu'on est. Et on voit que le train, difficile à prendre en marche. Donc il faut le faire très très rapidement. On est donc très très loin du numérique responsable auquel on voudrait, auquel l'éducation nationale voudrait accéder. Si non, on n'en est pas loin. On est forcément derrière parce que le foisonnement fait que ça va très vite. Mais on travaille. On a des outils comme PIX, on a des outils comme le RGPD, on a des outils comme le SDET, qui est le schéma directeur des environnements de travail numérique fait par le ministère. Non, on en est à la 6e version en 14 ans. Je peux vous garantir que ça avance. On est là. En tant que médiateur, le rôle d'Atelier Canopée, c'est justement de faire des formations, d'accompagner les enseignants. Pas plus tard que le mercredi prochain, je vous invite à nous rejoindre sur un webinaire d'1 heure sur que deviennent mes données personnelles, de façon à ce que les profs puissent avoir facilement, c'est-à-dire avec leur langage, leurs habitudes, leur façon de travailler et en tenant compte de leur contexte, des éléments pour enseigner aux enfants ce que deviennent les données. Qu'est-ce que c'est qu'un cookie ? Alors, tout passe par l'éducation, finalement, ce genre de choses. Donc la formation, c'est possible. On l'a fait pendant. Alors, ça se fait. Il y a des stages, mais ça se fait aussi même. Alors, par contre, ça doit se faire tout au long de la vie, c'est clair, tout au long de la vie professionnelle. Il faut suivre l'évolution aussi technique et technologique. Alors, moi, je suis pas un turiféraire de la cause numérique. Bien que je sois informaticien immergé, je suis geek, je revendique tous les titres qu'on peut me donner, nerd, etc. Je suis à fond dedans. D'ailleurs, ça aurait été intéressant peut-être tout à l'heure que je dise ce que mes filles pensent de l'informatique, parce qu'on parlait du rôle des femmes. Elles n'ont aucune envie de faire de l'informatique, mes filles. Pourtant, elles ont le choix. Il y a les machines, il y a tout ce qu'il faut. Je devrais tout expliquer. Elles n'ont pas envie d'y aller. Je pense que de la même manière qu'elles n'ont pas envie d'aller régler des pompes à injection dans un garage automobile, et que de la même manière que mon fils n'a pas envie de faire esthéticienne. Mais bon, c'est un autre débat. Moi, depuis que je fais de l'informatique, je vois quand même une chose, et ça fera lien avec l'intervention d'un proviseur, je crois, qui a dit que il était un petit peu empêché dans son collège de pouvoir installer les logiciels qu'il voulait, qu'il fallait toujours voir l'administrateur, etc., etc.
Il y a un prof d'IUT qui est là et qui fait du code. Je vais le prendre à témoin. Le problème, c'est que l'informatique, ça reste une science inexacte. On a parlé d'ADA tout à l'heure. ADA, c'est peut-être le seul langage qui permet de faire des choses à peu près correctes. Tout le reste, ça sert à peu près à faire de la merde. Je m'explique. On estime aujourd'hui que dans les logiciels, il y a une erreur toutes les 100 lignes de code. Je pense que mon collègue développeur va peut-être me rejoindre. Toutes les 100 lignes de code. Vous prenez Windows, c'est 57 millions de lignes de code. 57 millions de lignes de code, Windows. Si vous mettez une erreur tous les 100 lignes, c'est facile, ça fait 570 000 trous dans le logiciel. C'est-à-dire que, pour vous faire une analogie, si Microsoft faisait des avions, il n'y aurait pas un avion dans le ciel, il y aurait des milliers de morts tous les jours. Parce qu'ils seraient tous par terre. Donc, on est sur une science qui pose encore un peu des problèmes et qui a du mal à trouver son modèle de sécurité. C'est pour ça qu'il y a des administrateurs. C'est pour ça qu'il y a des gens comme moi qui viennent vous dire attention au risque. Parce que le risque, il est avéré. Il est avéré. On n'est pas encore sur une science mature. Moi, quand j'entends dire c'est mature, c'est maîtrisé, c'est vrai, c'est absolument pas vrai. Enfin, encore une fois, j'en prends un témoin, mon collègue développeur, on n'est pas du tout sur quelque chose de mature. L'informatique, ça a 50 ans, c'est rien. Enfin, je veux dire, et donc, on doit travailler avec ça, on doit expliquer ça dans un contexte difficile. En plus, le Covid a un petit peu exacerbé tout ça, parce que travail à distance, parce que l'urgence, parce qu'il faut activer la vidéosurveillance, la vidéoconférence, pas la vidéosurveillance, c'est un autre dossier. Et donc, il faut conjuguer tout ça. Et ça, c'est pas facile à faire entendre, parce qu'on nous dit, oui, mais il y a urgence là, il y a urgence. Et donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le risque, la qualité de l'informatique, il faut être tout à fait honnête, qui n'est pas forcément à niveau non plus, l'identité numérique, et là au milieu, les gamins qui utilisent en disant, mais moi quand je clique, ça marche, quoi, Snapchat, machin, je clique, ça marche, quoi. Donc on a du mal, encore une fois, à faire passer les messages, à être entendu. Et pour moi, les informaticiens, on a une grande part de responsabilité parce qu'on livre des trucs qui sont pas finis, quoi. Voilà, globalement, il y a quand même un niveau qualitatif, il faut bien se rendre compte, qui est pas terrible, quoi. C'est pas un scoop, hein. Alors, justement, quand on voit ce que vous dites, est-ce qu'il y a quand même des solutions pour qu'on puisse mieux gérer ces fameuses identités numériques? Ou est-ce que, on tâtonne encore? On rustine beaucoup. On rustine avec les systèmes à double authentification, c'est-à-dire qu'on va vous demander un login, un mot de passe, puis finalement on va vous envoyer un SMS pour vous dire vous allez taper le code. Et puis on sait, de toute manière, c'est pas moi qui le dis, mais les gens qui travaillent sur ces questions-là nous disent de toute manière le mot de passe est mort. Ça fait des années que le mot de passe est mort, c'est-à-dire que ça protège rien du tout, un mot de passe. Les études statistiques là-dessus le montrent. Donc il faut qu'on trouve autre chose. Mais pour l'instant, ce que l'on a à mettre en face, c'est pas terrible, c'est contraignant, ça coûte très cher. Ce sont des dispositifs comme des clés, quoi, en fait, comme des clés physiques. Et donc on n'a pas vraiment de bonnes solutions tout de suite. Donc on rustine. On rajoute, on vous demandait des mots de passe de 6 caractères, maintenant on vous demande 8, après 12, après 20, après voilà. Mais il y a, je suis désolé de doucher un peu le truc là, mais il y a pas vraiment de super solution immédiate et facile à mettre en œuvre pour vous garantir. En tout cas, moi je prendrai pas cette position-là de vous dire je peux vous garantir que votre identité est sûre à 100% et que j'ai un moyen facile de la sécuriser. Je n'en connais pas immédiatement tout de suite. La sécurité informatique à 100% n'existe pas. Il y a toujours des failles. Après, ce qu'il faut voir, c'est que sur ces sécurités, on est sur des logiciels, je pense notamment à la banque ou des choses comme ça, où en fait, on n'a plus le choix d'aller dessus, ça va être pour les institutions, mais c'est des choses qui sont extrêmement lourdes, extrêmement austères, et qui n'est pas destinées à la jeunesse. A contrario, puisque ça, c'est austère, c'est pour les anciens, nous les jeunes, on a tout ce qui est facilité d'utilisation, rapidité, ainsi de suite, et sur lequel aucune contrainte. Et on est avec ce que veut l'adolescent. Donc il y aura toujours cette dichotomie. Et sur la maturité, la seule maturité qui est, c'est la maturité économique. Ça, on est dedans. Et la nature ayant horreur du vide, par exemple, moi je suis très inquiet quand je vois qu'on propose, et mes gamins sont dedans, encore une fois, je ne suis pas plus vertueux ni plus malin qu'un autre, on leur dit, pour ton smartphone, là, tu peux l'activer avec l'empreinte digitale. Bon, ça c'est déjà une chose. Maintenant, c'est même presque trop compliqué, le doigt, tu le mets juste en face de toi et il te reconnaît. Alors là, on est en plein George Orwell 84, techniquement derrière, ça fout les jetons. Enfin, je veux dire, c'est pas neutre, Ou bien vous rentrez chez vous et puis vous dites bonjour Alexa, quel temps il fera demain et qu'est-ce que j'ai comme réunion, et puis c'est une boîte qui vous répond, et pendant ce temps, ça allait tourner sur un data center aux États-Unis, puis ça revient. Moi, c'est des trucs, voilà, on essaie de faire passer des messages. C'est pas facile, c'est pas facile d'expliquer ça. Donc c'est là où justement la médiation a toute son importance, parce qu'on ne peut pas être tout blanc ou tout noir, on ne peut pas d'un côté à l'école demander des mots de passe de 12 lettres, et puis à côté de ça, juste à côté, avoir une banque qui vous demande sur votre smartphone si vous voulez, si elle peut conserver votre mot de passe pour que vous n'ayez pas à le remettre la prochaine fois.
Voilà, ça c'est une tension qu'on a en permanence. Et cette tension-là qu'on a en tant que médiateur d'informatique, c'est la même, c'est ce qui est demandé justement aux e-run, aux DAN, à tous les dispositifs d'accompagnement numérique, aux réseaux canopés bien sûr, d'essayer d'acculturer, on parlait de littératie informatique, c'est-à-dire d'acculturer, de produire des formations simples, parce que sinon c'est pas utile, et des formations qui vont faire comprendre justement quel est le danger et quel est le risque acceptable que l'on peut avoir. Donc il faudra quand même accepter qu'il y ait un risque pour que on puisse espérer arriver à une souveraineté numérique. Mais il y en a un quand vous prenez votre voiture. Hein. Le débat, il est exactement là-dessus. C'est-à-dire que quand on présente le risque, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand on présente ce métier-là par l'approche du risque, c'est la seule qui soit intéressante d'ailleurs et qui vaille, et la comparaison avec les voitures est intéressante, que vous mettiez votre ceinture ou pas, peu me chaud, pardon, hein. Mais par contre, si vous avez un accident et que vous êtes responsable et qu'il est avéré que vous n'aviez pas votre ceinture, c'est un point de vue juridique, hein, parce qu'il faut quand même évoquer un moment ce volet-là. Le problème est une source de contentieux juridique et votre assurance va vous dire merci, au revoir, tout prouve que vous n'étiez pas attaché, que votre véhicule n'était pas assuré ou pas aux normes, etc. On a un peu le même problème avec c'est pas un problème, la même approche avec le RGPD et les textes qui permettent de caler un petit peu ces dispositifs. On est sur des problèmes juridiques. Moi, quand j'émets des avis de risque, pour que mes amis du service juridique puissent évaluer le risque de contentieux derrière et dire oui, ce dossier c'est compliqué, potentiellement ça peut aller jusqu'au pénal, ou alors le risque est acceptable et on y va. Je prends un exemple idiot. Quand je travaille sur le foyer de l'enfance, qui reçoit des mineurs en situation très difficile, très délicate, très récente, je n'ai pas le même niveau de risque que quand je gère une application informatique qui gère les hauteurs de tas de sable ou les hauteurs de sel pour le déneigement. Mais je caricature, mais le job, c'est aussi ça, de faire une différenciation dans les analyses de risque et d'être capable de faire passer des bons messages pour que les décideurs, une fois les prescripteurs, puissent décider en fonction de tous ces éléments-là. Donc finalement, tout doit passer par une culture numérique et tout au long de notre vie. Finalement, tout doit passer par une culture humaine qui permet de pouvoir développer le sens critique et de nourrir le sens critique par des notions de risque qui puissent être décidées. Un prof, il est adulte, et même un enfant, il va avoir sa capacité de décision. Il faut qu'on soit averti, qu'on agisse en citoyen averti à tout niveau, et encore plus en numérique. Mais c'est le travail, comme je vous dis, quotidien de tous les accompagnateurs numériques sur le terrain.